Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Je suis enseignante-chercheuse à l'université Clermont-Auvergne, à l'UCA, donc à Clermont. Et comme je suis chercheuse, je suis rattachée à un laboratoire de recherche qui travaille sur les arbres. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé petite causerie sous les arbres. Donc par ailleurs, je suis aussi botaniste de terrain. Tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance. Donc ici, effectivement, j'ai cueilli cette branche. Et c'est une branche de hêtres, ce sont des hêtres. Alors comment je les reconnais? Je les reconnais déjà à l'écorce, au tronc. Vous voyez, c'est des troncs toujours clairs et lisses. Donc l'écorce du hêtre est assez facile à reconnaître. Et très souvent, il est marbré de taches blanches qui sont des lichens. Les lichens étant des organismes qui vivent sur les arbres, un peu comme les mousses. Sauf que là, ce sont des organismes qui sont faits d'un champignon et d'une algue. Donc on a déjà la preuve que sur un arbre n'est jamais seul au monde, hein, il vit avec des tas d'espèces qui vivent sur lui. Le hêtre, c'est donc des branches qui sont couvertes de feuilles. On dit que les feuilles sont simples. Donc une feuille simple, c'est une feuille qui n'est pas découpée en fait. Et quelqu'un est venu donner le pendant qui est la feuille composée. Bon, elle est un peu sèche, mais c'est pas grave. Et on voit ici que la feuille, c'est tout ça. Un truc imparable sur le terrain, c'est qu'il faut chercher le bourgeon qui se trouve toujours au pied d'une feuille. Toutes les feuilles sont axillées par un bourgeon. Le hêtre, c'est des grands bourgeons en hiver, des grands bourgeons allongés en forme de fuseau. Nous sommes en juin. Et donc là, les bourgeons sont en train de se construire. D'accord ? Il est en train de mettre en place les bourgeons de l'année prochaine, enfin ces bourgeons de cette année qui vont fonctionner au printemps 2026 et qui donneront la croissance de 2026. Et regardez, je vois très bien, là c'est la branche, elle avait un bourgeon terminal qui était ici au printemps 2025. On voit une cicatrice en forme d'anneau, d'accord ? C'est ce qu'on appelle les cicatrices annulaires. On le voit encore mieux sur la face inférieure de la branche. Et je le vois, en fait c'est les traces qu'ont laissées les écailles du bourgeon lorsqu'elles sont tombées au printemps. Et le contenu du bourgeon, c'est une branche qui porte des feuilles. Elle est toute petite dans le bourgeon, une toute petite branche qui porte quelques petites feuilles qui se déploient un peu comme une antenne radio, vous voyez, une antenne télescopique. Là, la croissance, elle est finie. L'allongement de la branche a eu lieu au printemps. Ça s'arrête vers fin mai, début juin. Et à partir de début juin, les bourgeons se reconstituent. Et donc ici, je vois le bourgeon terminal qui allongera la branche en 2026, l'année prochaine, qui est en train de se former. Donc en fait, quand je vois cette branche, je peux lire sa vie, son histoire. En fait, je tiens dans mes mains une branche qui a une année ici, entière, 1, 2, 3, qui a 3 ans et même un bout de 4. 4 ans pour faire ça. Donc le temps de l'arbre est long, beaucoup plus long que le temps de l'homme. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Et je vais vous équiper, chacun autour du cou, d'une petite loupe, mais ce qu'on appelle des loupes de terrain. On va prendre une feuille, on va la regarder un petit peu de près. On voit les petits poils, qu'on voit d'ailleurs à l'œil nu, hein. Mais c'est encore plus sympa de les regarder à la loupe. Hein. Et ça, ces poils-là, c'est vraiment la signature du hêtre. Quand on a un doute, faut regarder sur le bord de la feuille. Le bord de la feuille de hêtre est lisse et il a ces petits poils hérissés. Par contre, il y a aussi, regardez sur la face inférieure de la feuille, regardez à l'aisselle de la nervure centrale et des nervures secondaires. Je les vois aussi à l'œil nu, mais vous pouvez les regarder à la loupe. Et qu'est-ce qu'il y a là ? Des poils. Des poils. Et ceux-là, par contre, c'est fréquent. Et c'est ce qu'on appelle ça, c'est très joli, on appelle ça des domaties. Ce mot, ça vient du mot latin, la maison. Domus, la maison. Et donc, ce sont des petits abris, des petites huttes de poils qui vont abriter des petits acariens, par exemple. Les petits acariens, ils se promènent sur la feuille et ils mangent les spores de champignons, les petits parasites. En fait, ils nettoient. Une forme de commensalisme, c'est-à-dire de vie ensemble. C'est pas vraiment une symbiose parce que les petits acariens ne sont pas à l'intérieur de l'arbre, mais ils sont accueillis par l'arbre et l'arbre leur a procuré des abris. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, décourage. Le lierre n'est pas une plante parasite. C'est une plante qui pousse en s'accrochant. Alors d'abord, c'est une plante rampante. Donc j'ai récupéré une petite tige. Vous voyez, c'est une tige rampante qui va donc toucher le support vertical et monter.
Et cette tige, elle s'accroche à l'arbre grâce à des tas de petites racines qui sont là, on les voit très bien. On appelle ça des racines adventives. Regardez là sur la pousse de l'année. Parce que c'est comme un arbre, hein. Ça c'est les pousses anciennes et ça c'est des ramifications de l'année. Et je vois ici les petites racines qui sont en train de percer la jeune tige et de se mettre en place et qui accrochaient donc cette tige à l'arbre. Je vous laisse regarder. Mais le lierre c'est une plante d'ombre. Donc en fait il pousse et il va toujours rester sous le houppier de l'arbre, à l'ombre. Et il cherche quand même de la lumière par rapport à sa position au sol pour fleurir. Donc les tiges de lierre peuvent être énormes. Alors d'autre part, ça n'étouffe pas l'arbre parce que ça ne grimpe pas en faisant le tour, comme une clématite ou un chèvrefeuille. Voilà, il monte droit, donc en général, il ne peut pas l'étouffer. La croissance en épaisseur de l'arbre n'est pas gênée. C'est pas une plante parasite parce que les racines que je vous ai montrées ne servent qu'à coller la tige du lierre sur le tronc du hêtre et ça n'enfonce rien dans le tronc. Il ne vient pas puiser quoi que ce soit dans le tronc de ce hêtre. Donc c'est pas un parasite. C'est une plante terrestre qui a ses racines dans le sol. Y a-t-il parmi vous des jardiniers qui tronçonnent le lierre? Il n'y en a pas un qui va oser dire oui. Le lierre, vous allez voir, il a plein de bienfaits pour la nature, pour les écosystèmes. Et donc on cherche à tout prix à le laisser maintenant. Même à l'ONF, ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de tronçonner les lierres. Là, en fait, les branches qui s'écartent de l'arbre, qui peuvent retomber, mais à cause du poids de la branche, c'est les branches, excusez-moi, florifères. C'est-à-dire que c'est pour fleurir. Quand ça grimpe, d'ailleurs les feuilles ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ces feuilles, elles sont un peu triangulaires, alors que la feuille de lierre classique, elle est lobée. Mais ça, c'est une feuille de lierre classique. Et quand on suit son contour, on voit bien qu'il y a plusieurs lobes. Je vois ici qu'il y a des baies noires. Voilà, donc c'est vraiment la plante qui est décalée, qui va donc nourrir les pollinisateurs le plus longtemps possible avant l'hiver. Et comme elle fleurit tardivement, elle fructifie tardivement. Les fleurs sont fécondées en octobre et les fruits se forment et deviennent à peu près mangeables en janvier. Donc en plein cœur de l'hiver, les baies noires peuvent être mangées par les oiseaux, alors que justement toutes les autres, les baies de l'aubépine, c'est terminé, elles auront déjà été mangées, etc. Donc vraiment, il a sa place dans les écosystèmes. On dit qu'il a en fait une niche écologique décalée. Parce que la niche écologique, c'est pas que le lieu où vit la plante, c'est aussi la temporalité. Et donc il vit dans une temporalité différente de toutes les autres. Donc il a vraiment son rôle, quoi. Voilà. Un noisetier. Alors comment je le reconnais? Parce qu'il y a beaucoup de feuilles qui ressemblent à celles. Alors il y a la forme de la feuille. Et puis le toucher. Alors là vous allez être favorisé parce que c'est un toucher qui est... c'est un peu doux. C'est doux, exactement, c'est le mot. Comment poilu. Enfin, oui, mais c'est exactement ça. C'est doux parce que c'est poilu. D'ailleurs, alors on regarde à la loupe et qu'est-ce que vous voyez comme type de poil? Comment est-ce que vous pourriez décrire le poil en question? Parce que c'est un poil très particulier chez le noisetier. Il est un peu épais et surtout, il a une petite boule. Alors, selon la période où on le regarde, au printemps, c'est plutôt, la boule est rouge. C'est très joli d'ailleurs quand la boule est rouge. Là, elle a déjà noirci parce qu'elle est en train de se tarir. Mais c'est en fait ce qu'on appelle un poil glanduleux. Donc c'est un poil qui produit des substances, des substances odorantes et lorsqu'on touche le noisetier, il y a cette odeur particulière et c'est produit par ces petits poils. Alors ça sert là, vous allez me dire à quoi ça sert? Je ne sais pas et on ne sait pas. Par contre ça sert à le reconnaître à tous les coups. Quand on a un doute, est-ce que c'est bien un noisetier ou pas? Il suffit de sortir sa loupe et d'aller observer est-ce que je vois des poils glanduleux à tête rouge ou à tête noire hein, selon la période. Voilà, alors il n'y en a plus beaucoup là, moi j'en ai quelques-uns. On va s'arrêter sous ce hêtre. On voit qu'il a vécu des traumatismes dans la vie parce qu'il lui manque visiblement un deuxième axe qui est tombé et je vois autour de la cicatrice, alors je vois que c'est creux, donc ça veut dire qu'il n'a pas bien refermé la cassure et donc l'eau rentre et le bois pourrit à l'intérieur. Ce qui n'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait la vie de l'arbre elle est concentrée à la périphérie du tronc.
je peux en fait voir qu'un arbre, c'est fait de quoi? C'est fait d'une écorce qui recouvre du bois. L'écorce, en fait, c'est ce qui se détache du bois lorsque la bûche sèche. Il faut 3 tissus pour faire un arbre. À chaque fois, quel que soit l'arbre que vous regardez, alors bien sûr, la dernière couche ici, elle peut être plus ou moins fine. Chez le hêtre, elle est extrêmement fine, c'est l'écorce grise que je vois. Mais tous les arbres sont faits sur le même plan. C'est-à-dire, il y a toujours bois. Alors, je vous donne le nom des tissus. Libère, le libère, c'est l'écorce interne, donc c'est la couche intermédiaire entre le bois et l'extérieur. Et la couche extérieure, c'est le liège. Les arbres fabriquent du liège et c'est le même tissu qui recouvre tous les arbres. Et cette écorce, elle est toujours double. Il y a une écorce interne, le libère, et une écorce externe, le liège. Donc le rôle de ces tissus, pour le liège à l'extérieur, bon, on se doute, hein, c'est pour protéger l'arbre. Alors c'est un matériau qui est mort, qui est plein d'air et qui est souple. C'est donc un matériau isolant thermique qui protège du chaud comme du froid. Et c'est une protection anti-choc. L'intérêt, c'est surtout là-haut, dans le houppier, c'est les branches qui s'entrechoquent en hiver ou quand il y a du vent. Et donc là, elles sont bien protégées par leur liège. D'accord ? Sous le liège, c'est le libère. Dans le libère, là, il y a des petits tuyaux qu'on ne peut pas voir à la loupe, tellement ils sont fins. Et dans ce libère, ces petits tuyaux font redescendre la sève sucrée qui a été fabriquée par les feuilles lors de la photosynthèse. D'accord ? Donc toute la sève sucrée, tous les sucres que fabrique cet arbre par son feuillage redescendent dans l'arbre, ici dans le libère. Ça, c'est ce qu'on appelle une tarière, la tarière de Pressler. C'est une tarière mécanique. C'est la tarière du forestier aussi. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à aller plonger dans le tronc pour ressortir une carotte de bois et pouvoir étudier l'intérieur de l'arbre sans le couper. D'accord ? Donc ici, ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, voilà, une espèce de grosse forêt, si vous voulez, hein, une vrille, d'accord, qui va s'enfoncer. Je mets ça là, je referme, je mets ma gouttière à l'intérieur et j'ai ma tarière. Je vais enfoncer ici en poussant avec ma poitrine et je vais tourner mon forêt pour l'enfoncer petit à petit dans le bois. Et puis je tire et là je ressors la carotte de bois. C'est vraiment le bois dans l'horizontalité de ce tronc. Il me faut mon téléphone. On va voir si ça marche. C'est la classe. Ah, c'est la classe ça, hein. Attends. Il faut la Wi-Fi. En plus, Ouais, oui. Pour relier. Non mais en fait, je sais pas pourquoi, c'est entre lui et lui. Je vais essayer de vous montrer cette carotte. oh, ça vaut le coup là. Ah, c'est chouette. Tout en fait, c'est les vaisseaux du bois. Parce que dans le bois, c'est plein de petits trous. D'accord ? Et ça, c'est des gros tuyaux. Ouais. Alors, c'est ceux que vous voyez à l'œil nu sur la bûche. Hein. On les voit à l'œil nu, on les devine bien à la loupe. Mais alors, au microscope portatif, Ouais, c'est génial. Hein. c'est beau, hein ? C'est vous qui avez eu le baptême du microscope portatif. C'est par là que l'eau passe. L'eau avec des minéraux dedans est puisée par les racines, par les pointes racinaires, et va grimper à travers ces vaisseaux. Alors les vaisseaux sont morts, c'est comme des gouttières en fait. Et c'est très dur, c'est lignifié. Lignifié, ça veut dire qu'il y a de la lignine qui est venue imprégner les murs des cellules qui constituent ces vaisseaux. Et pourquoi ça sert à quoi d'être aussi dur ? Alors ça sert de squelette, hein, bien sûr. L'arbre peut se tenir debout grâce à ce squelette. Mais aussi, ces tuyaux, ils sont bien durcis et donc l'aspiration de l'eau par les feuilles, parce que ce sont les feuilles qui sont les moteurs de l'ascension de l'eau, en évaporant des quantités d'eau phénoménales, aspirent les colonnes d'eau qui se trouvent là-dedans. En fait, vous avez des lignes de trous. Je remonte ici sur les cernes les plus récents. Voilà, ici par exemple, vers la base du téléphone, les trous sont à la base du cerne parce que l'arbre va d'abord fabriquer au printemps des gros vaisseaux comme ceux-là. C'est ce qu'on appelle donc le bois de printemps. Au printemps, l'arbre reprend vie. Alors j'ai une zone de cellules souches encore, une autre, qu'on appelle le cambium. On ne le voit pas à la loupe, il faut un microscope pour le voir. C'est donc des cellules éternellement jeunes
qui se divisent à chaque printemps pour produire de nouvelles cellules et qui produisent donc le cerne de bois en dessous, qui vont produire derrière elles le nouveau cerne de bois, d'accord? Ça commence par la ligne de trou et pendant quelques semaines, ça fait un bois très poreux qui fait circuler énormément d'eau parce qu'au printemps, l'arbre a des besoins en eau énormes pour sa croissance, justement. Et puis, au bout de quelques semaines, vers le mois de mai, alors ça dépend bien sûr de la météo, mais disons début mai, et ça va changer de fonctionnement. Le cambium va se mettre à fabriquer l'autre morceau du cerne, c'est-à-dire le cerne, le bois avec des tout petits trous. Ça, c'est un troisième type cellulaire, donc j'en ai déjà deux, vaisseau, fibre, et là, ce sont les rayons. Les rayons sont faits de cellules vivantes dans l'aubier. L'aubier, c'est la partie du bois jeune qui est juste sous l'écorce. Et là, vers le cœur du tronc, ça peut être plus foncé que ça d'ailleurs, c'est le bois de cœur. Et là, dans le bois de cœur, tout est mort. Donc ici, j'ai quand même encore des cellules vivantes dans les rayons et ça sert à stocker les sucres fabriqués par les feuilles en ce moment-là. Donc la croissance, elle est terminée et tout ce que l'arbre fabrique, c'est en plus, c'est en trop. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait? Il les met en réserve, ces sucres, dans ces cellules vivantes des rayons. Et il stocke énormément de réserves, parce que l'arbre est un être prévoyant. Alors, c'est d'abord pour résister au froid, donc résister à l'hiver qui arrive, d'accord? Donc en fait, dès l'été, cet arbre prépare sa croissance de l'année prochaine, puisqu'il est en train de fabriquer ses bourgeons. Il fait des réserves et il prépare donc la mauvaise saison qui va arriver bientôt, dans quelques mois, pour résister au froid de l'hiver. Donc ces sucres pourront être redécoupés en petits morceaux et réinjectés dans les vaisseaux en cas de faible température pour lutter contre le gel. Donc ça servira d'antigel, d'accord ? Une fois que le froid est passé, d'ailleurs, les petits sucres en question dans les vaisseaux sont réabsorbés par les cellules des rayons, remis en réserve. Donc rien ne se perd, voilà. Ça fait de l'antigel, ça remet dans les cellules de parenchyme. Et puis également, à la fin de l'hiver, ces sucres vont être mobilisés en masse pour sucrer la sève dans les vaisseaux et amener ces sucres aux bourgeons pour le printemps. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain.